Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo ciné rétro. Les vidéos ciné rétro, on en a déjà fait quelques-unes, hein, Andrés. C'est les vidéos où l'on rend hommage aux grands films de l'histoire du cinéma et de ses sagas. Auparavant, on en avait fait déjà quelques-unes, on les fait pas systématiquement tous les mois, mais bon, sur ces 2 dernières années, on a quand même fait Retour vers le futur, Don Camillo, exact. Qu'est-ce qu'il y avait, La Belle et la Bête, de la version noir et blanc à la version 3D live de chez Disney, Indiana Jones, etc. Et aujourd'hui, on va vous présenter un film. Vous voyez la petite citrouille ici en haut, à gauche ou à droite, je sais pas où tu la mettras. Quelque part. Cela veut simplement dire que c'est une vidéo spéciale Halloween. Il y en aura d'autres. Il y en a déjà eu une autre déjà avec Christine. Donc c'est le mois d'octobre, on l'a dit dans le live que l'on a fait fin du mois passé. Le cinéma d'horreur va être mis forcément à l'avant, mais bon, à l'avant. Il y aura pas que ça et ça. Vous l'avez déjà remarqué en regardant les vidéos du mois ici d'octobre qui tournent. Donc voilà, on va rendre hommage non pas à une saga, mais à un film, comme on l'avait fait d'ailleurs l'année passée à la même époque. On avait rendu hommage aux plus petits, bien que avec le film Casper, un film qui sentait bon Halloween, un film très émouvant, et on vous laisse d'ailleurs une petite recommandation ici, une petite suggestion ici en haut. Cette fois-ci, on ne va pas penser aux enfants, surtout pas, on va penser surtout aux adultes. Je dis surtout pas parce que je suis passé par là, avec un film qui m'a vraiment marqué dans tous les sens du terme, Amityville, la maison du diable. Donc avant toute chose, André, est-ce que ce film-là, tu l'as vu? Je l'ai vu, mais pas ta version à toi, quoi. Ah ok, ouais, t'as vu le remake de 2005, je pense. Exactement. Ouais. J'ai vu le remake, j'ai pas vu cette version-là, donc quoique à un moment donné, je me suis intéressé, mais j'ai vu qu'il y avait une flopée de Amityville, donc la tienne, je vais être avec toi. Je crois que j'ai vu les 10 premières minutes, mais après j'ai arrêté puisque enfin voilà, je l'ai pas regardé en gros, mais je connais l'histoire en gros, je connais quoi. C'est ça que je veux dire. Je serai pas dépaysé. Au contraire, je crois que certaines scènes vont me revenir. En tête. Ouais. Voilà. Pour bien comprendre, parler de ce film, je pense qu'il y a 3 choses à faire. C'est diviser cette vidéo en 3 parties. La première, le fait réel, puisque le film est tiré d'un fait réel, donc je vais quelque part vous raconter et te raconter l'histoire de ce qui s'est vraisemblablement vraiment passé à cette époque-là. Le film, ou plutôt les films, parce que bon, quand on parle d'Amityville, la maison du diable, cette histoire se résume non pas par 20 films, comme il y a eu dans la saga 20 ou plus, attention. Je sais plus maintenant, ça, on en viendra à la conclusion de la vidéo et vous aurez même des petites surprises. Il y en a eu 2 films. Le premier, Amityville, la maison du diable, et le deuxième, Le Possédé. Ce sont 2 films qui racontent vraiment bien ce qui s'est passé. Je reviens tout de suite au film. Et puis on terminera par la controverse, parce que bon, forcément, et cette histoire que je vais vous raconter tout de suite, et ces films ont laissé vraiment beaucoup de gens perplexes. Ça a fait, c'est le cas de le dire, énormément d'histoires, beaucoup trop d'événements pour une petite ville tranquille comme Amityville. Et donc, on fera la controverse avec des témoignages que j'ai trouvés, et aussi à la fin de la vidéo on vous laissera un lien qui regroupera donc dans un superbe reportage que j'ai trouvé, un lien avec un reportage qui vous raconte un peu tout ce que je vais vous raconter moi maintenant dans notre vidéo du Ciné Club du vendredi. Donc voilà, pour parler de cette histoire donc d'Amityville, la maison du diable, Andrés, et vous, chers abonnés ou toute personne qui tomberait sur cette vidéo par hasard, il faut
d'office déjà descendre à novembre 1974, plus précisément le 13 novembre, si je ne me trompe pas. Sorry, je ne suis pas journaliste, mais bon, je pense que c'est bien ça. Le 13 novembre 1974, dans cette fameuse superbe demeure victorienne, une superbe baraque, superbe maison, où un crime horrible est commis. 6 personnes perdent la vie. Un crime, c'est 6 crimes. Oui, c'est ça. 6 personnes perdent la vie. Un papa, une maman et leurs 4 enfants. Leur fils majeur se rend lui-même à la police pour expliquer le drame. Dans un premier temps, il est pris pour... il est carrément protégé par la police parce que dans un premier temps, la police s'imagine que c'est un règlement de compte. Il faut savoir que cette famille-là s'appelle la famille Defoe. Ce sont des Italiens immigrés, donc ils se disent forcément ils ont peut-être un lien avec la mafia. Et dans un premier temps, ils ont voulu protéger le grand garçon pour se rendre très vite compte qu'en fin de compte, il était vraisemblablement coupable. Il aurait tiré lui-même sur sa famille. Sur sa famille. Après un interrogatoire bien corsé, made in USA, il finira par avouer qu'il avait tué toute sa famille. L'histoire ne s'arrête pas là, que du contraire, elle commence, puisqu'il y a quand même quelque chose de bizarre dans ce crime. Je sais pas si toi en voyant le film de 2005, parce que bon, moi ici je vais parler du film de 1979 et de celui de 1982, mais je sais pas si dans celui de 2005 ils reviennent sur ces petits détails plus que troublants. Il flingue toute sa famille et ils sont tous retrouvés dans la même posture, c'est-à-dire à plat ventre sur le lit, et personne n'a bougé. Le problème, on dirait qu'il dormait. On dirait qu'il dormait. Exactement. Bon. Alors, lors de l'autopsie, forcément, il n'y a pas de traces de drogue, ni de somnifères, ni de quoi que ce soit. Le crime abominable est commis avec une arme 35 mm. Donc, la police fait des essais. Et pour te rendre compte, le boucan que ça fait, ce truc-là, ça réveillerait 5 pâtés de maison. Ça s'entendrait à 5 pâtés de maison. Ah oui, déjà un pétard qui entend ça. Voilà. Comment est-ce possible que ce gars-là ait tiré dans la chambre des parents, pour très grande que soit la maison, et que les autres enfants ne se soient pas réveillés et sortis du lit en courant? Seulement avec moi, personnellement, avec la pluie qui tombe sur le Benelux, je me réveille, tu vois ce que je veux dire? Je dis, putain, c'est quoi ce bruit? Alors t'imagines un coup de feu. Donc là, voilà, ça c'est le premier mystère. Déjà le premier truc. Il n'y a pas de traces de sang, d'avoir reporté des corps. On s'imagine qu'il ait dû être accompagné par quelqu'un qui tiendrait sous l'arme la personne pour l'interdire de bouger. Mais bon, alors à ce moment-là, il faudrait 4, 6, 5 personnes avec. Bon, vraiment, déjà, ça c'est le premier mystère. Et puis le gars avouera finalement avoir été victime d'une possession. Le gars serait dans le salon et aurait vu une présence d'une jeune fille, à ce qui paraît une jeune fille avec une veste, une capuche, qui lui aurait donné une arme pour tirer. Bon, l'histoire dira finalement, semble-t-il, en tout cas dans le procès, que cette fameuse fille était sa sœur, avec qui il entretenait des liens très spéciaux, inceste même, tu vois. Le gars était addict à la drogue, était un toxicomane. Il n'était pas déjà clean, quoi. Non, il n'était déjà pas clean. Et donc, il fut condamné à 6 fois la perpète, quoi, comme on dit. Donc, terminé. Bon, l'histoire de cette fameuse famille Defoe s'arrête là, à ce moment-là. Et la maison reste inhabitée pendant un peu plus d'1 an. En décembre 1975, je pense que c'est, 1975. En décembre 1975, une autre famille achète la maison. Forcément, ce crime affreux a repoussé les acheteurs. Et là, une famille, la famille Lutz, une famille recomposée, achète cette maison pour la maudite somme à l'époque de
de 85 000 dollars, un truc dans le genre, un truc vraiment dérisoire pour l'époque, et même encore pour maintenant, quand on entend des prix pareils. Mais bon, figure-toi qu'il rachète la maison, détail troublant, il rachète la maison et même les meubles. Il rachète la maison meublée. Tout dedans. Ouais, tout. Il y a eu un crime, mais ils ont tout laissé. Enfin, à ce qui paraît, des petits détails, quand la famille Lutz est arrivée là-bas sur place, il y aurait eu encore même, il y avait des traces de sang sec, forcément, qui étaient encore dans certaines pièces. Ah, c'est pas très catholique, c'est le cas de le dire, et c'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre que cette famille surtout qu'on rachète cette maison. Ouais, tu vois déjà un truc bizarre. Enfin, déjà quand tu vois quelque chose de sale, une partie sale, tu te dis c'est pas bon. Ou un peu d'humidité, tu vas dans une baraque, tu te dis c'est quand même bizarre. Voilà quoi. Donc voilà que cette famille s'installe, et dès la toute première journée, deux événements terribles. Deux événements terribles ont lieu. Le premier, le chien reste quasiment pendu par sa laisse. Il a sauté une palissade, et il serait resté bloqué avec la laisse. Avec la laisse, le chien aurait été attaché et aurait été, forcément, il pendait, il était occupé. Et il aurait été sauvé par le papa de la famille. Et dans l'après-midi, un curé avec des gens qui savaient qu'ils allaient acheter la maison les aurait quand même convaincus, n'était pas catholique du tout, s'il te plaît, va faire quand même bénir cette maison. Et le curé aurait été pris de malaise, pire, aurait été agressé. Il aurait dit clairement à la famille Lutz de ne pas utiliser une des pièces qu'ils allaient utiliser pour une véranda ou quelque chose dans le genre. Il aurait entendu des voix qui lui auraient demandé de foutre le camp de la maison, de partir. Au prêtre. Au prêtre. Ok. Ouais. Donc là, à partir de ce moment-là, il faut savoir que cette famille manifestement n'est pas très superstitieuse et n'a peur de rien, parce que bon, moi déjà personnellement, avec le chien, je me dis c'est un accident, mais le curé, ça commence à faire. Surtout quand on connaît les antécédents de la maison. Exactement, parce que je crois que en fait, dans chaque maison, avant une revente, tu vas dire ce qui s'est passé. Enfin, les anciens propriétaires, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tu vois. C'est toujours c'est une conversation que tu as avec. Et si on te dit, ils ont été tous été assassinés dans la maison par le grand frère, enfin par le fils le plus. Ah, non. On entre déjà un peu dans la controverse, la dernière partie de la vidéo, mais tu te rends compte déjà qu'il y a quand même quelque chose là-dessus qui cloche. À partir de là, selon les dires de la famille Lutz et surtout du monsieur, je ne sais pas son prénom, monsieur Lutz, c'est le début d'une galère terrible. Ils resteront là exactement 28 jours. Et pendant ces 28 jours, ils auront droit à tout. Une fanfare en plein milieu de la nuit qui se mettrait à jouer dans le salon. Une fanfare? Ouais, il aurait entendu une fanfare jouer dans le salon. Le gars serait descendu, aurait vu tous les meubles pousser contre le mur, comme s'ils auraient laissé la place pour qu'il y ait une fanfare. Des coups dans les portes d'entrée. Vraiment taper dans la porte d'entrée, ouvrir la porte. Pourtant, ils avaient un terrain super large devant eux. Rien. Les crucifixes qui se retournaient, ça c'était le grand classique. Et alors, évidemment, le plus dangereux, c'est que le papa Lutz, donc, devenait de plus en plus colérique et même agressif. Sa seule passion était de chauffer la maison, qui ne parvenait jamais à rentrer en température. Vraiment remplir la chaudière, le bois, le gars passait toutes ces journées, il faisait un froid glacial dans cette maison, des mouches dans certaines pièces malgré l'hiver, parce que je te rappelle quand même qu'ils sont rentrés là le 17 décembre, donc des mouches en plein hiver. Tout ça a duré, comme je dis, 28 jours, et la dernière nuit fut, c'est le cas de le dire, la nuit la plus longue de leur vie, parce que là, il a assisté à quelque chose qu'il ne témoignera que quelques années plus tard. On sait que toute la famille est partie en courant au milieu de la nuit, et il a toujours eu très dur à expliquer ce qui s'était passé cette nuit-là, et là, finalement, bien des années plus tard, il laissera quand même des détails. Il semblerait qu'il aurait vu son épouse en lévitation au-dessus du lit, carrément, occupé à le regarder, et son visage
A changé de forme. Vieillissait. Ah, vieillissait. Le visage de la femme vieillissait vachement. Là, il est rentré dans la chambre d'à côté, il a vu ses enfants avec le lit qui saute, comme dans l'Exorciste, les portes qui claquaient, vraiment. C'est vraiment tous les trucs des films. Exactement. Ils sont partis. De possession ou de poltergeist, quoi. Plus ni moins, quoi. Ils sont partis au milieu de la nuit. Ils ont pris leur chien. Hop, ils sont partis et plus jamais, j'ai bien dit, plus jamais ils ne sont retournés là-bas, ne fût-ce que pour faire une interview. C'est ce que j'allais te dire. Parce que effectivement, on en reviendra tout de suite maintenant sur la controverse. Ils ont témoigné, ils ont écrit un livre là-dessus, un livre qui a eu un succès colossal, un best-seller. Vraiment, le livre s'est vendu comme des petits pains. Et bien sûr, après le livre, et c'est là que ça nous intéresse, il y a le cinéma qui a été mettre également sa patte, et surtout Stuart Rosenberg en 1979 avec la première partie du film, donc Amityville, la maison du diable. Une première partie en fait qui aurait dû être une deuxième partie, puisque le film de Stuart Rosenberg en 1979 raconte l'histoire des Lutz, donc la famille qui s'est enfuie au milieu de la nuit, et pas celle des de Defoe, qui a eu le drame. Ce film-là, donc le film de Stuart Rosenberg, aura un succès colossal, un beau casting avec James Brolin, Margot Kidder et Rod Steiger dans les rôles principaux. Superbe jeu d'acteur, superbe film. Le film est un succès colossal, mondial. Les entrées de cinéma vont, toutes les salles sont au comble. Le film est un véritable succès, mais le film est quand même largement exagéré par rapport au roman. Toi, t'es dans le cinéma, c'est ça. Ils ont pris des libertés, et quelle liberté. Donc les murs qui saignent, tout ça sont un surplus. Un surplus. Voilà, les fictions, j'ai oublié de dire aussi, dans ma petite parenthèse, et c'est très important, puisqu'on va revenir tout de suite à la fin, c'est très très important, la petite fille donc des Lutz, la plus petite fille avait l'habitude de parler avec un ami inconnu, un ami imaginaire, un petit garçon qui disait qu'il était là dans la maison et qui racontait à la petite fille tout ce qui s'était passé. Donc le crime abominable de la famille Defoe. Il avait dit que il avait connu tout ça. Donc voilà, ce petit garçon-là, je pense qu'il l'appelait Jeudi, ou je ne sais plus très bien le nom. Ce petit garçon-là également est très très bien retranscrit dans le film. Il y a des choses comme, mais bon, tout est souvent exagéré. Quand j'expliquais que le curé était parti parce qu'il entendait des voix, là dans le film, il ramasse une gifle, je pense aussi. Il tombe par terre, il y a des mouches. C'est vraiment, tout est vraiment horrible. À l'Hollywood, quoi. À l'Hollywood, quoi. Donc le film est bien tiré en longueur, est bien exagéré. Et puis il y a un deuxième film, un film qui lui eut déjà malheureusement moins de succès, mais qui à moi m'a beaucoup plu, puisque ce film-là, la deuxième partie, raconte en fait l'histoire de la famille Defoe. Le crime, quoi. Le crime. Donc, un film réalisé par Damiano Damiani, donc typiquement italien, donc en 1982, et on trouve dans le rôle principal deux grands noms du cinéma, Burt Young et Diane Franklin. Le film a un succès plus ou moins modéré, mais selon mes souvenirs, c'est un film qui fonctionnera surtout bien dans les vidéoclubs. Mais bon, il a cette particularité-là de raconter donc l'histoire de Defoe. Donc pour bien comprendre l'histoire d'Amityville, la maison du diable, si vous voulez vraiment la découvrir, vous regardez d'abord Amityville 2, le possédé, et ensuite Amityville 1 qui lui a été... Pour le reste, vous arrêtez. Ne regardez pas le reste, puisqu'il y a eu Amityville 3 que j'ai encore suivi.
Amityville 3D, rends-toi compte, c'était à l'époque. Donc c'était la 3e partie, un film qu'on pouvait voir en 3D avec les lunettes en carton bleu et rouge. Une expérience qui n'a vraiment pas marché du tout, en tout cas. C'était à la mode à ce moment-là. C'était à la mode, ouais. Donc ils ont essayé de lancer ça, et puis tu as le 4, le 5, le dernier que j'ai entrevu, c'est avec une espèce de lampe d'une applique qui venait de la maison d'Amityville, qui est achetée en brocante par une autre personne. Donc carrément les affaires de la maison étaient revendues et sont... Voilà, ouais. Ils ont vraiment exploité Amityville. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point, de tous les côtés, même dans les films et les dossiers Warren, il y en a un qui est vraiment filmé dans la maison même, Pourquoi? On va y venir tout de suite, parce que lors de la controverse, c'est les Warren qui feront cette expérience dans la maison, parce que bon, ces 2 films font tellement de bruit, et on en arrive à la controverse. Ces 2 films font tellement de bruit qu'on fait bouger du monde, quoi. On propose une soirée avec des parapsychologues, avec des scientifiques, avec des photographes, avec des journalistes. Le témoin, lui, refuse de rentrer. En même temps, si j'entends des choses bizarres et compagnie, moi je rentre plus. Hein. Et donc voilà. Je brûle la maison, moi. Et une fois de plus, comme souvent dans toutes ces histoires d'horreur, ceux qui y croient, ils verront des choses complètement dingues. Un médium tombera dans les pommes. Une autre aurait été confrontée avec l'enfer elle-même. Elle serait rentrée dans une des pièces et elle aurait dit de ces mots, faites-moi partir d'ici. D'expérience de ma vie, jamais je n'ai été aussi proche de l'enfer. C'est ce qu'elle dira. Un autre se serait fait renverser, attaqué par un Indien à cheval dans le salon. Donc vraiment comme dans Poltergeist, voilà, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est des apparitions de tous les âges, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. De tous les âges. De tout temps. Le résultat de toutes ces expériences menées dans la maison seront que finalement le problème viendrait, et quel problème? Le problème viendrait que la maison a été bâtie au-dessus d'un cimetière indien. Ouais, comme dans Poltergeist. Et c'est de là, je parie que ça vient le scénario, du moins en partie. C'est parti. Et donc voilà, le chef indien, il y aurait eu un chef indien très violent qui n'admettait que personne ne rentre dans cette ère. Dans cette ère, voilà. Donc ça, c'est pour les personnes professionnelles dans le milieu. Pour les autres, les journalistes, ils ont passé une soirée absolument normale. Rien du tout. Oh, mais vraiment rien du tout. Ils s'attendaient à voir des trucs bouger. Des trucs bouger. Imagine-toi, la télévision était en direct. On va filmer vraiment ce qui se passe dans la maison d'Amityville. On va vraiment voir ce qu'il y a. Donc voilà, l'expérience, je veux dire, une expérience qui ne prouve absolument rien du tout. Il y a ceux qui croient qu'ils ont pensé des choses et d'autres qui ne croient pas, qui ont passé une soirée banale. Une soirée banale. La famille Lutz a été très critiquée, énormément critiquée lors de cette soirée, parce que c'était une soirée quasiment, d'après ce que j'ai cru comprendre, télévisée pour tous les États-Unis d'Amérique. Ils ont été très critiqués, comme quoi ils auraient déjà préparé leur coup d'avance, et je pense que tu rejoins cette idée-là, puisque tu me disais là tantôt, c'est quand même bizarre de rentrer dans cette maison, de t'asseoir dans les mêmes meubles. Surtout quand tu dis qu'il y a des taches de sang. Mais tu te dis, tout était préparé et prémédité depuis le début, quoi. Et puis il y a Ouais. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Et puis tu as aussi, c'est une anecdote que vous apprendrez en regardant le petit reportage qu'on va vous laisser dans le lien de cette vidéo, que l'avocat qui défendait le fameux fils le défaut, l'assassin, le tueur, aurait rentré en contact directement avec la famille Lutz pour lui proposer des droits de bouquins, vraiment, ça sentait fameusement l'arnaque. On peut même dire officiellement à ce moment-là de la soirée, à ce moment-là que tout ça c'était est un gros canular, qu'en gros la famille Defoe fut assassinée
malheureusement par leur fils majeur qui était un toxicomane et qui avait des problèmes mentaux. Et qui avait des problèmes et qui a tué toute sa famille avec l'aide de sa sœur qui l'aurait tué juste derrière aussi. Et que les Lutz auraient profité de ce macabre scénario pour en faire un roman et vendre les droits au film. Évidemment, les Lutz se défendront toujours et jusqu'au dernier moment de leur vie. Je ne sais d'ailleurs pas s'ils vivent, mais dans un des derniers reportages que j'ai vu, 2008-2009, je pense qu'ils étaient encore là. La femme souffrait de maladie et ils expliqueront eux-mêmes que cette maison ne les a jamais vraiment donné quoi que ce soit. Ils ont beaucoup souffert le restant de leur jour. Ils ont même quitté, je pense, à un moment donné les États-Unis ou en tout cas cet État-là de New York pour se détacher de tout ça. Mais cette horrible histoire les poursuivra jusqu'à leur dernier jour. Pour le reste, ben voilà, tout cela est un gros canular, sauf que dans l'équipe qui a été faire ce jour-là, ce soir-là, cette expérience, il y avait également un photographe qui avait mis toutes des photos, tous des appareils photos dans tous des coins de la maison avec détecteur de mouvement. Non, avec tous des flash. Ouais, des photos tous les instants avec automatique. Ouais, des photos automatiques exactement, qui n'arrêtaient pas de photographier telle pièce, et plusieurs appareils placés dans certaines pièces. Et bon, ça évidemment, ce soir-là, ils ne le savent pas, mais bon, à l'époque, les photos, il faut les développer. Et figure-toi que dans une des photos, on voit un petit garçon, alors qu'il n'y avait pas de petit garçon. On le voit très clairement d'ailleurs. Andrés vous laisse la photo ici, c'est froid dans le dos. On voit ce petit garçon qui regarde entre la porte de la chambre, près des escaliers, et qui est là. Qu'est-ce que ce garçon fait là? Il semblerait que les photos ne soient pas truquées. Et qu'il n'y avait pas de petit garçon lors de ce... Si, parce que figure-toi que la petite fille qui aujourd'hui est une femme, dira toujours qu'effectivement, ce petit garçon-là sur la photo était le petit garçon qui venait la voir de temps en temps et qui lui parlait de la famille de Faux. Donc voilà, c'est le dernier gros mystère. Certains diront, hein, les moins réceptifs exactement diront que forcément elle aussi était dans le coup de la famille Lutz, mais bon c'est quand même pas les Lutz qui ont fait ce trucage, enfin je sais pas, chacun se fera son avis après avoir vu le documentaire, mais comme je t'ai dit, la famille Lutz, comme tu l'as dit, ont beaucoup souffert après tout cette vague médiatique qu'il y a eu envers leur histoire, quoi, tu vois. Que des années après, ils continuent quand même à dire non, c'est vrai. Et tu vois, et t'imagines, les enfants, les petits-enfants et compagnie, tu vois, ils doivent aussi souffrir, tu vois. De ça, c'est pas facile non plus. Et de continuer, et que dire, ouais, mais grand-mère, tais-toi, quoi, tu vois ce que je veux dire, grand-mère, tais-toi, arrête de dire ça. C'est un peu compliqué quand même, tu vois, de continuer à soutenir cette version-là, alors que, tu vois, ça leur apporte, on va dire, je sais pas maintenant, est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'argent ou pas, est-ce que c'est devenu millionnaire, mais même comme ça, je crois pas que t'aies la tranquillité, tu vois, t'as tout ce pognon, mais t'as pas la tranquillité de dire, sur des documentaires, sur des films, tout le temps, tu te sentirais envahi tout le temps, quoi, c'est pas une vie saine, sereine, quoi, tu vois ce que je veux dire? Moi, en tout cas, je le vois comme ça, tu vois, mais maintenant, comme tu dis, chacun croit ce qu'il veut et bon, mais comme j'ai dit, soutenir une fausse rumeur ou un truc fabriqué... c'est très fort, hein, pendant autant d'années. Exactement, pendant autant d'années, quoi, c'est ça. Et encore maintenant, parce que le gros problème de cette maison maintenant, c'est que après toute cette histoire, la maison, après la famille Lutz, la maison est restée des années et des années sans être vendue. Hein, sans être vendue, personne n'osait acheter la maison.
des histoires, des légendes ont continué là-dessus. Il semblerait que des apparitions, et que des machines tombaient en panne quand ils voulaient détruire la maison. Tout ça est faux, tout ça est un gros canular, bien évidemment. Mais en même temps, la ville, je crois que ça faisait un peu de pognon. Bien sûr, la ville, ben, moi, écoute, j'ai été à New York, il faut savoir que cette ville, Amityville, se situe à tout casser, une petite heure. Du centre-ville de New York. Okay. Et bon ben elle faisait partie de mes plans d'aller là-bas, mais bon t'es à New York, je le dis, t'es à New York tu sais pas pour une semaine, et bon ben c'est pas midi, tu vas voir, il y a tellement de choses à voir que même en une semaine on ne fait pas tout. Mais voilà quoi, il semblerait maintenant que le véritable esprit d'Amityville, la terreur, la maison du diable, a été racheté par une personne. Je pense qu'il a payé 400 ou 500 000 $, quelque chose de plus logique que les 90 000 qu'ils avaient payé à l'époque. Et cette personne-là a effectivement affaire à des esprits. Et ces esprits-là ne sont ni plus ni moins que les touristes qui viennent constamment photographier la maison. Quand il fait, le gars expliquait que ça fait des années, ça continue. Le mythe Amityville continue. Il se retrouve avec des gens devant la pelouse. Il aurait même changé les fameux châssis de la maison, voilà, ceux qui forment les deux yeux. Il aurait mis. Mais bon, cette fameuse avenue Océan. On a l'adresse. On a l'adresse. Hein, Océan Avenue. Moi, je l'avais. Je sais plus très bien le numéro, mais c'était Océan Avenue Amityville. Est confronté à ça, et je pense que pour toujours, parce que bon, cette histoire a vraiment eu lieu, ce crime abominable a vraiment eu lieu, mais surtout, ces deux films, surtout le premier, celui de Stuart Rosenberg en 1979, a fait un boucan d'enfer, et je pense que ça sera pour toujours, ce film-là a marqué quelque part cette maison et toute cette ville-là. Donc voilà, à vous de vous faire une idée. Toi perso, Andrés, gros canular ou... Je suis mitigé parce que comme je t'ai dit, soutenir une rumeur, un truc préfabriqué pendant toutes ces années, et tu me dis, voilà, on va te donner 1 million d'euros, tu vois. Ouais. Mais tu dois dire que ça c'est vrai, mais toute ta vie. Et tes enfants aussi. Ouais. Allez, il faut pas... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Moi, tu vois, tu me dirais où j'aurais fait des noms d'emprunt, tu vois, et après je change de vie, comme on dit. Mais non, ils ont, tu vois, c'est des vraies personnes qui ont donné leur nom, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ils se sont mis devant toutes les caméras et commencent à faire même bêtement des interviews et tout ça, tu vois. Et comme tu dis, jusqu'en 2008, tu m'avais dit que la famille soutenait encore. Je pense qu'en 2008, ils étaient encore vivants. Et soutenaient encore la même. Et elle était avec un respirateur, elle souffrait beaucoup, mais bon, ça le sort de beaucoup de personnes âgées. Mais oui, Moi, c'est clair qu'il y a des choses qui me troublent, hein. Ce fameux fusil 35 mm qui fait un boucan terrible et qui ne réveille personne. Un pétard, ça te réveille déjà le petit chien un peu. On cherchera toujours, ils avaient un silencieux, quelque chose qui était impossible pour ce calibre-là, ce qui paraît. Enfin, je ne sais pas, je suis pas expert. Puis cette photo du gamin, cette photo est truquée. Je ne sais pas. Bon, selon les spécialistes, elle ne le serait pas truquée. Selon d'autres nouveaux spécialistes je vois, comme tu l'as dit au début, c'est chacun a son avis personnel. Chacun a son avis personnel. Et c'est ça aussi le cinéma, ça fait. Bien sûr. S'évader, rêver, avoir peur, se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. C'est ça, cette petite sensation de dire est-ce que c'est peut-être vrai. Écoute Andrés, c'est une superbe conclusion que tu apportes là à cette vidéo, parce que c'est vrai que canular ou pas, une chose est sûre. Les deux films sont des très bons films d'horreur, des films qui ont marqué, surtout le premier, j'insiste, l'histoire du cinéma. On vous laisse ici juste en dessous un petit lien si vous voulez encore vous imprégner de toute cette histoire, mais cette fois-ci par des professionnels qui vont vraiment vous expliquer ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Mais en gros, voilà, à notre façon, c'est ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. Bien sûr, en portant à l'avant le fameux film de 1979 et aussi celui de 1982 qui retrace vraiment l'histoire des deux faux et des luttes, ou plutôt dans l'ordre des luttes et
de faux et qui ont marqué l'histoire du cinéma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien fait flipper. Un peu, moi. Un peu, c'est le genre de film qui travaille, moi. La tête. Moi, personnellement, c'est un film qui m'a vraiment travaillé pendant très longtemps. C'est du psychologique. Et moi, perso, c'est ce qui me tracasse dans les films d'horreur. Il y en a d'autres, c'est les extraterrestres. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est ce côté-là, l'ésotérisme, c'est mon point faible. Voilà, un gros like si vous l'avez apprécié. Venez nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et surtout, venez vous abonner. On vous attend les bras ouverts et on vous fait de gros bisous. À très bientôt. Salut, ciao.